Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter ce tutoriel sur l'utilisation de notre laser Dentorum SL10. Nous verrons ensemble les différents aspects qui concernent le laser et son utilisation, le réglage des paramètres, certains aspects concernant aussi la sécurité de l'appareil, le réglage du microscope. Nous verrons tout ça ensemble point par point au courant de ce tutoriel. Cet appareil est un appareil de table, donc il est très compact. Il peut être posé sur un espace de travail de laboratoire ou sur la table réglable en hauteur qui existe sous forme d'option. L'intérêt de cette table est qu'on peut évidemment adapter la hauteur pour travailler assis. On peut également travailler debout. Ensuite, ce qui est important, c'est évidemment l'ergonomie de l'appareil, de manière à ce que l'utilisateur puisse être assis confortablement, avoir une bonne vision dans le microscope et pouvoir travailler de façon détendue les deux mains dans l'appareil. La chaise, évidemment, doit être réglable en hauteur pour surtout les gens qui n'auraient pas de table réglable, de manière à ce que cette ergonomie soit garantie. L'appareil se place sur un espace de travail. La table est suffisamment profonde pour que l'appareil puisse être installé de façon sûre. Une fois tous ces paramètres réglés d'installation de l'appareil, on va régler le microscope à sa vue, de manière à ce que chaque utilisateur ait une vision confortable et précise dans le microscope. Donc en général, on a dans la partie droite du microscope la mire de visée et dans la partie gauche de l'oculaire, on va régler les dioptries de manière à voir et surtout à adapter le microscope à la vue de l'utilisateur. Donc, vous avez sur la façade avant de l'appareil cette partie qui protège en fait l'utilisateur et les gens qui sont dans la pièce d'une éventuelle sortie du faisceau laser qui pourrait blesser principalement au niveau des yeux de la personne qui se trouverait à proximité. L'utilisateur lui-même regarde dans le microscope et il n'y a donc aucun risque pour l'utilisateur. Pour travailler de façon confortable, il est préconisé d'utiliser ces supports de manière à pouvoir positionner les deux mains sur ces supports et avoir une assise sûre, précise, de manière à pouvoir bouger la pièce à souder en hauteur sans avoir à le faire à main levée. Il serait quand même beaucoup moins confortable et moins précis. Voilà, c'est pour ça que ces pièces optionnelles sont vivement recommandées, de manière à travailler de façon sûre. Un aspect important pour la soudure au laser est l'usage de l'argon. Alors, la bouteille d'argon doit être fixée au mur. L'argon n'est pas un gaz dangereux, mais du fait de la mise sous pression de la bouteille, celle-ci pourrait tomber et éventuellement causer des dégâts. C'est la raison pour laquelle on la fixe au mur ou on la positionne sur un trépied. L'argon sert de gaz protecteur, c'est donc la garantie d'éviter tout risque d'oxydation, à condition bien sûr, et ça nous le verrons plus tard, que la buse d'argon soit réglée correctement à l'intérieur de la chambre de travail. Tous ces paramètres sont évidemment
évidemment expliqué dans le mode d'emploi tout ce qu'il faut considérer, réglage de l'argon, détails d'ergonomie, tout ça figure, ainsi que des détails sur le réglage de la puissance. Toutes ces informations figurent dans les instructions du SL10 qui sont livrées avec l'appareil. Au démarrage, on va avec la clé démarrer l'appareil. On voit sur l'écran que l'appareil est en fonction. Il fait lui-même une série de tests et va afficher sur l'écran les derniers paramètres qui ont été utilisés. On peut bien sûr mettre certains paramètres en mémoire. Toutes ces possibilités sont indiquées dans le détail dans le mode d'emploi. Avant de commencer à travailler, on va ouvrir la bouteille d'argon et régler le débit d'argon de manière à ne pas consommer inutilement d'argon, mais suffisamment de manière à avoir un cordon de soudure ou des impacts de soudure qui ne soient pas oxydés. Donc avec le robinet au bas de l'armature, vous allez régler le débit d'argon. En général, on est entre 6 à 8 litres par minute. Donc à l'intérieur de l'appareil, on va voir cette buse d'argon dont je viens de parler. Et cette buse d'argon, en général, on la positionne donc par le haut et elle se situe en général à environ 1,5 cm de l'impact. Et donc, quand l'utilisateur voit la surface de l'objet net, c'est qu'il est sur son plan virtuel de travail. Et à l'aide de la croix, on peut positionner donc de façon précise l'impact. Donc là, on ne voit pas encore la surface de l'objet net. Donc en fait, je vais avec ma main monter vers le haut de la chambre ma pièce jusqu'à voir la surface de l'objet net. Et voilà, une fois cette surface atteinte, on voit très précisément la surface de la pièce et également la qualité de l'argon. Et là, on voit bien que les points bleus sont oxydés. Donc ça, c'est absolument à éviter. Là, il faudrait vérifier le débit d'argon et le réglage de la buse. Les points jaunes sont acceptables et l'idéal est, comme on le voit ici, sur les points successifs, ce sont des points qui ne sont pas oxydés et qui présentent une surface brillante. Et c'est en fait ça, cet aspect-là qu'il faut atteindre pour garantir la qualité de la soudure. Donc l'écran affiche les différents paramètres qu'on va pouvoir régler, on verra ça tout à l'heure. Et donc là encore, avec l'objet à souder, à savoir ici un squelettique, on va voir d'abord la surface de l'objet net en bougeant la pièce du bas vers le haut. Et une fois qu'on a défini cette surface de travail, ce plan de travail avec la croix, ou en regardant à travers le microscope, eh bien, on va pouvoir positionner l'impact. Donc le but est vraiment de voir la surface de l'objet net, comme on peut le voir dans l'image 3, et avec la mire de visée que l'on voit dans l'oculaire droit, on va positionner la croix exactement à l'endroit où on veut souder. Donc, normalement, en général, voilà, on est à peu près sur le cordon de soudure, comme on le voit ici. Lorsqu'on a un espace entre les pièces, Dentorum propose différents matériaux d'apport sous forme de fils. Si on a des cobalt-chrome, évidemment, on va utiliser des fils spéciaux de soudure au laser au cobalt-chrome. Le diamètre 0,35 est en fait un diamètre idéal, ni trop fin ni trop gros. On propose également 0,25 ou 0,5. Vous trouverez ces informations dans le catalogue.
ou sur le site internet. Voilà, donc en fonction de l'espace disponible, il est vraiment toujours préférable d'utiliser du métal d'apport. Et ce métal d'apport, en fait, on va le placer soit dans, soit sur l'espace et on va régler les paramètres de manière à pouvoir solidariser les pièces et en même temps faire pénétrer le métal d'apport avec suffisamment d'énergie à l'intérieur de l'espace à souder. Et donc on peut régler cette énergie, on va le voir tout à l'heure, en ayant un point soit extrêmement profond et fin, ce qui est en fait à éviter, le point qui est à gauche, le point du milieu est idéal. C'est vraiment un point qui est destiné à atteindre à peu près le milieu de l'épaisseur des pièces. On travaille directement sur le mètre modèle. Donc les pièces, quand elles sont en contact, il est préférable d'éviter qu'elles soient sous tension. Simplement posées sur le mètre modèle. Si on a un apport à faire, par exemple ici on va placer une rétention sous forme d'un fil, eh bien on peut faire une encoche dans le squelettique et par exemple placer un fil de rétention à ce moment-là, ce n'est pas le matériau d'apport, mais ici un fil de rétention qu'on aura adapté et en fait on va placer un certain nombre d'impacts de part et d'autre de la pièce de manière à solidariser le fil avec le squelettique, par le haut et bien sûr aussi par le dessous, avec la même énergie. Donc on a toujours les différents paramètres qui sont affichés, qu'on peut choisir. On peut mettre aussi ces paramètres en mémoire si on le souhaite. On peut ajuster la langue. Ici, il se trouve qu'elle est en espagnol, par exemple, pour la mise en mémoire. Évidemment, le français est possible, ainsi que d'autres langues. Pour ce faire, vous voyez les instructions dans le mode d'emploi. Voilà, et donc là, on avait dit le point du milieu est idéal. L'impact qui est entièrement à droite est vraiment en surface. Et donc, attention, le manque de profondeur risque de mettre en cause la solidité de la soudure. Et on va donc régler l'énergie à l'aide de ces paramètres. Le voltage, qui influence principalement la profondeur. Le temps en millisecondes également va influer la profondeur. Le diamètre, il va influer en fait la largeur de l'impact à la surface de l'objet et la fréquence en Hertz indique la vitesse en fait de travail. 1 Hertz serait 1 tir par seconde en gardant le pied enfoncé sur la pédale. Le voltage et les millisecondes vont nous définir une quantité d'énergie. Les deux paramètres vont me donner une énergie qui me donne un point plus ou moins profond et plus ou moins large. Et la largeur du point peut être exagérée, on va dire amplifiée en modifiant le diamètre. Et la fréquence, comme dit, on préconise 1 tir par seconde, ça permet quand même un bon contrôle et un travail sécuritaire. On commence toujours par le réglage du voltage. On peut le faire au niveau de l'écran tactile ou à l'intérieur de l'appareil, nous verrons ça tout à l'heure. La même chose pour les millisecondes, ces deux paramètres vont définir la quantité d'énergie qu'on estime nécessaire pour un certain cordon de soudure. On peut l'augmenter ou la diminuer suivant les besoins. Le paramètre orange est toujours le paramètre actif qui peut donc être modifié. Donc ici par exemple le diamètre 0,7 serait un diamètre standard, 0,8 est déjà un petit peu un diamètre un petit peu plus élargi. 0,7 est le diamètre standard en général qu'on utilise. Et pareil, la fréquence 1 Hz, fréquence standard, on peut l'augmenter. Par exemple 2 Hz c'est encore raisonnable. 2 tirs par seconde. Après, au-delà de 2 Hz, il faut quand même avoir une certaine habitude et évidemment, ça dépend du type de soudure qu'on va faire.
Voilà, j'ai toujours la possibilité de travailler à l'aide de la caméra, ce que j'ai fait ici pour des raisons euh, de visualiser ce qu'il se passe, mais je recommande quand même d'utiliser le microscope qui permet une ergonomie supérieure et une meilleure précision sans être obligé de lever la tête et donc de quitter la surface de l'objet. Donc ici, j'ai placé deux impacts avec des paramètres voltage et durée qui sont relativement faibles, de manière à fixer les pièces sur le maître modèle, par exemple. Et je fais ça d'un seul côté. Ça me permet de vérifier le positionnement des pièces. Et si tout est correct, eh bien, je peux continuer. Si ça ne devait pas être le cas, je peux encore séparer les pièces à la main sans être obligé de prendre un disque, par exemple. Donc, on a choisi ces deux paramètres-là qui étaient en fait, qui nous permettaient uniquement de fixer. Mais on veut aller à peu près au milieu de la pièce, comme on peut le voir ici sur le schéma, de part et d'autre. Et donc là, je vais être obligé d'augmenter le voltage et aussi la durée en millisecondes de manière à avoir un impact plus profond. Puisque ce sont ces deux paramètres-là qui vont toujours me déterminer ma quantité d'énergie dont je dispose. Et donc avec le doigt et à l'aide de l'écran tactile, je peux monter ou baisser le voltage, les millisecondes et l'ensemble des paramètres. Et le paramètre orange est toujours celui qui est actif, ici en l'occurrence les millisecondes. La même chose pour les autres paramètres qui peuvent être réglés à l'intérieur ou à l'extérieur, comme on le voit ici, de l'appareil. Donc j'avais fixé à l'aide de deux impacts mes deux pièces sur le maître modèle. Et maintenant, on voit bien le voltage et les millisecondes ont été quand même sensiblement augmentés de manière à avoir une profondeur évidemment supérieure. Et on voit bien sûr le diamètre qui est supérieur et évidemment on sent par rapport à l'impact que la profondeur aussi est supérieure. D'ailleurs, on voit même de l'autre côté de la pièce en fait que l'impact a quasiment traversé, voire est visible. Donc le but n'est pas de traverser la pièce, le but est d'avoir suffisamment d'énergie de manière à atteindre à peu près le milieu des pièces. Donc visiblement, là aussi, on voit déjà ce que l'on fait suivant le réglage des paramètres, plus ou moins d'énergie, plus ou moins de diamètre, eh bien, on voit les différences d'impact. Ce qui est important, c'est que chaque impact soit recouvert par le suivant, de manière à avoir un cordon de soudure qui soit homogène, des deux côtés de la soudure, donc du haut, par le haut et par le bas. Donc si on veut lisser par exemple, eh bien on va activer le paramètre diamètre. Donc on se rappelle que 0,7 était le paramètre standard et dès que j'augmente 0,8, 1, etc., eh bien je vais lisser et perdre beaucoup en profondeur. Donc il faut vraiment faire attention à tenir compte de cette influence importante du diamètre sur la réduction de la profondeur de l'impact. Donc en fait, c'est un paramètre de lissage, un paramètre qui a plus une importance esthétique ou une influence esthétique qu'un intérêt de solidité. Et là, vous allez voir la différence par rapport à l'impact précédent où le diamètre était à 0,7. Maintenant, il a été largement agrandi à 1,8. Et donc là, on voit un impact qui est vraiment en surface. Donc ça peut être intéressant après avoir solidarisé, par exemple, pour lisser. Après avoir solidarisé. Puisque vous le voyez à droite, on a très très peu de profondeur.
Donc voilà notre cordon de soudure après avoir solidarisé les deux pièces. Et maintenant, sans changer ni le voltage ni la durée, simplement en ayant élargi le diamètre à 1,8, eh bien, on peut lisser. On repasse en fait sur le cordon avec lequel on a solidarisé pour lisser, et donner donc un aspect de surface de finish. Concerning the adjustment possibilities to modify the parameter, you can do that from outside on the display. You can move here. You can Donc, réglage des paramètres à l'extérieur de l'appareil, mais on le verra tout à l'heure aussi, possibilité de régler les paramètres à l'aide d'un joystick à l'intérieur de l'appareil, qui est en fait, à mon avis, nettement plus ergonomique, plus pratique, plus rapide, puisqu'on n'a pas besoin de sortir les mains de l'appareil. Donc, vous avez du côté droit de la chambre de travail ce joystick que vous pouvez bouger vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche pour changer l'ensemble des 4 paramètres de réglage possibles. Le voltage, les millisecondes, le diamètre et la fréquence de travail. Les 4 paramètres qu'on peut régler à l'extérieur, augmenter ou baisser, ou à l'intérieur, augmenter ou baisser. and easy. So first I have to define which parameter have to be changed. And so by moving the joystick from the left Voilà. Donc en bougeant les paramètres à l'aide du joystick à l'intérieur, là je suis donc sur la fréquence qui est active. Et si je bouge le joystick vers la gauche, eh bien, je vais changer de paramètre, à savoir, je vais activer le diamètre, les millisecondes ou le voltage. Comme repère, c'est toujours le paramètre orange qui est actif et qui peut ensuite être réglé au niveau de sa puissance ou au niveau de son amplitude, vers le haut ou vers le bas. Si je le souhaite, je peux contrôler mes paramètres à tout moment sur l'écran. Au cas où je souhaite utiliser des paramètres en mémoire, il suffit en bas, là où j'ai le chiffre 0,3, eh bien d'activer le paramètre que j'ai mis en mémoire et automatiquement les valeurs que j'ai mises en mémoire vont s'afficher sur l'écran. Avant de mettre des paramètres en mémoire, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait une bonne reproductibilité par rapport à l'expérience que vous avez dans la soudure de certaines pièces. Et une fois que cette expérience est acquise, on peut mettre les paramètres en mémoire. Moi, je préfère de travailler de façon individuelle. L'appareil est extrêmement ergonomique et permet vraiment un ajustage absolument individualisé au volt près, suivant les besoins. Donc là, on voit 316, je pourrais avoir 315, 312. C'est vraiment au feeling, l'appareil est conçu et c'est un gros avantage, on sent vraiment ce qui se passe. Et donc, à mon avis, c'est peu intéressant de travailler avec des paramètres en mémoire, mais c'est possible. Donc, on voit ici, sur la gauche, un impact qui est à peu près au milieu de l'épaisseur totale de la pièce. Avec un temps un petit peu réduit puisque le diamètre de l'impact est un peu plus faible. Le point du milieu, celui-là, il est un peu plus large, il a la même profondeur, donc on peut vraiment régler de façon très individuelle. Le troisième point, donc vers la droite, il est trop profond. Et le quatrième point, et bien là, on a carrément percé. Donc, vous pouvez imaginer que là, vous allez avoir éventuellement un manque d'homogénéité, des porosités, dû à une intensité beaucoup trop importante.
Donc le but, toujours à peu près la moitié de la surface, de part et d'autre de la pièce, toujours par en haut et par en bas, ou par devant ou par derrière. On va choisir un axe de travail. Voilà, ici le diamètre, on a vu tout à l'heure la profondeur, ici l'ajustage du diamètre en augmentant les millisecondes, en augmentant le diamètre principalement, ici à 0,8. Et donc on commence à petit diamètre, donc en dessous de 0,8 et en augmentant jusqu'à, on l'a vu tout à l'heure, 1,8 voire 2, et bien le point entièrement à droite en haut sont des points où le diamètre a été largement élargi jusqu'à aller pour le dernier point à 2 mm de diamètre. Tous les points présentent un aspect parfaitement brillant, donc la couverture d'argon est parfaitement efficace. Et donc en réduisant ou en augmentant le diamètre, eh bien, je vais passer d'un point plus large à un point moins large. Et aussi moins profond, évidemment, plus ou moins profond. En général, quand on modifie le diamètre, on ne change pas ni le voltage, ni les millisecondes, puisqu'on a choisi une certaine énergie dont on a besoin. Et donc, on va jouer, on va modeler en fait cette énergie en profondeur et en diamètre en changeant le paramètre diamètre, ici par exemple 0,7 qui serait le standard. Les hertz n'ont aucune influence sur la profondeur, c'est vraiment le rythme de tir de l'appareil qui est défini. Ici, deux pièces massives en bout à bout, donc là je n'ai à la limite même pas besoin de matériaux d'apport. Je vais focaliser évidemment de manière à voir la surface de ma pièce nette et à l'aide de la mire de visée, je vais placer l'impact. Ça a été fait ici. Et là, les pièces sont fixées et évidemment, si je souhaite solidariser des pièces massives avec des pièces fines, comme ici, un fil relativement fin d'1 mm de diamètre sur une grosse barre, eh bien tout ça c'est possible également. On va adapter les paramètres et choisir l'énergie évidemment en fonction du matériau le plus fin, de manière à ne pas l'endommager. Et on aura un contact excellent entre les deux pièces. Le SL10 est très pratique pour des soudures en orthodontie. On va voir différents exemples. Les réglages sont très fins, l'énergie est plus que suffisante pour toutes les pièces, tous les types de situations pouvant se présenter en orthodontie. On a des fils plus ou moins gros, soudés entre eux, des fils ayant le même diamètre comme ici. Et on voit aussi qu'on peut modeler, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'aide des paramètres de réglage, diamètre par exemple, un cordon de soudure large ou un cordon de soudure beaucoup plus fin. Ça, c'est à l'utilisateur de déterminer l'aspect, on va dire, de son cordon de soudure. Dans les deux cas, la solidité est garantie. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut essayer soi-même au début pour se fiabiliser un petit peu avec l'appareil et prendre confiance. Ici, on a d'autres types de pièces et de configurations, à savoir un fil qui est donc rond, qui a un certain diamètre et qu'on va souder à une bague qui, elle, est plate et qui est évidemment beaucoup plus fine. Là encore, on va adapter l'énergie par rapport à la pièce la plus fine, choisir aussi un angle de travail adéquat et faire attention évidemment de ne pas avoir trop d'énergie pour ne pas percer. Ici, on voit toujours une petite trace, mais ça, c'est en fait une trace de brûlage, ce n'est pas percé. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, percer est à éviter, évidemment. Ici, on a soudé toujours la situation d'une bague et de fil, mais là, on a soudé deux fils, en fait, entre eux, le fil qui était soudé sur la bague et ensuite le bras de la vis. Donc là, il n'y a pas de limite à la créativité. En fait, on peut souder des fils fins entre eux, on peut souder des fils gros entre eux, on peut souder des pièces fines sur des pièces grosses, des pièces plates sur des pièces rondes.
Euh, il importe uniquement de choisir évidemment les paramètres adéquats, de préparer aussi la zone à souder de manière à avoir de manière idéale un bon contact. Dans le cas d'une bague, éviter un contact direct avec la bague et le plâtre, ou la résine par exemple, si ce sont des modèles en résine, sachant qu'on peut travailler donc directement sur le maître modèle. C'est toujours mieux d'avoir un petit espace entre la bague et le modèle proprement dit. Voilà. Un bon contact entre le fil et la bague. À la limite, on peut faire un petit méplat sur le fil si on le souhaite, ce n'est pas absolument nécessaire, et on peut, si nécessaire, travailler avec du métal d'apport s'il devait y avoir un espace. Un autre exemple en orthodontie, un tube que l'on va souder à un fil. Et là, évidemment, le cordon de soudure doit être propre, fiable, de manière à ce que le tube reste bien fixé, résiste aux contraintes qui lui sont imposées. Il faut faire attention, évidemment, de ne pas endommager le fil et surtout le tube par un apport trop important d'énergie qui permettrait ensuite, ou qui occasionnerait ensuite une friction à l'intérieur du tube et donc qui altérerait la fonction du fil qui passe à travers le tube. Donc ça, c'est encore un gros avantage du laser SL10, de pouvoir ajuster vraiment en profondeur, en diamètre, les impacts et l'énergie. Donc ici, un certain nombre de fils que l'on va solidariser entre eux. Alors là encore, comme on l'a vu, on choisit l'énergie que l'on souhaite. Le laser SL10 est évidemment aussi utilisable pour tous les types de travaux en prothèse. En général, en prothèse, on a besoin de plus d'énergie parce qu'il y a des pièces qui peuvent être plus massives. Aucun souci, il y a largement assez d'énergie. On peut travailler à proximité immédiate de résine, comme on le voit ici avec ce crochet. Évidemment aussi à proximité immédiate de céramique, pour le cas d'une réparation d'un bridge céramo-métallique. Et on voit qu'on attend aussi, ou on a attendu, de manière à ne pas échauffer la résine, quelques secondes entre chaque impact. Ici, on a ajouté une rétention, un fil de rétention pour une dent unitaire, donc en faisant une encoche dans la barre linguale, de manière à pouvoir positionner la rétention et la souder de part et d'autre, donc ici par le dessus et par le dessous, à l'aide de fils d'apport. Et ensuite, on va tout simplement lisser ou caoutchouter de façon mécanique. Voilà. La même chose ici. Alors ici, par exemple, dans le cas des squelettiques, si on a un espace important, on peut aussi couler soi-même du métal d'apport sous forme d'une petite plaque que l'on va placer dans l'espace. On peut solidariser avec le laser, mais on peut aussi améliorer, par exemple, un état de surface avec des porosités, par exemple, ou augmenter un point de contact. Tout ça, c'est possible. On va prendre donc du fil d'apport et tirer sur la pointe du fil d'apport de manière à combler la porosité en surface ou de manière à appliquer un point de contact. Voilà, ici on a aussi, avec cet alliage céramo-métallique, on le voit sur la gauche, couler une plaque. Et pour l'espace à droite, eh bien, on a travaillé tout simplement avec du métal d'apport, qui est le même ou un métal adapté à celui de l'armature. Ici, des barres en titane avec des pièces préformées, donc des barres soudées sur des piliers, le tout en titane. Le titane nécessite absolument l'utilisation d'argon et le titane ne se solidarise qu'avec le titane. Et donc, on utilisera toujours comme métal d'apport, évidemment, aussi des fils de titane. Il est absolument impératif d'éviter l'oxydation du titane car cela rendrait la soudure cassante. Et bien sûr, après la solidarisation des pièces, vérification de l'ajustage, qui doit être exempt de tension. Et bien sûr, éviter une énergie trop grosse qui pourrait endommager la partie interne de l'implant, voire la vis. Tout
toutes ces informations dont on a parlé, vous les trouverez encore bien plus approfondies dans le chapitre 3 et 6, principalement des instructions qui sont livrées avec l'appareil. Donc, le chapitre 3, vous avez description du produit, information sur les réglages, comme on l'a vu. Et dans le chapitre 6, vous avez toute une série d'explications sur la maintenance de l'appareil. Le nettoyage de l'appareil, le remplissage du liquide de refroidissement avec de l'eau distillée. Toutes ces informations sont détaillées avec des schémas dans le mode d'emploi. On a vu aussi quelques accessoires, la table réglable en hauteur, les fils d'apport, les coussinets. Tous ces éléments, vous les trouverez dans le catalogue ou sur notre page d'Antorum, sur notre site internet, avec les références de commandes pour les différentes options. Voilà, donc n'oubliez pas toutes ces informations. Merci de votre attention et bon succès avec notre laser SL10.